L'attaque du camp de Diora et la grosse colère d'Ibrahim Boubacar Keïta, la révolte des épouses de militaires au Mali, on va en parler ce soir. On évoquera également le chef d'état-major de l'Algérie qui siffle la fin de la récréation. Nous parlerons du Bénin législative, le scrutin maintenu au 28 avril. Ce sera une question un peu le Togo. L'opposition peut-elle rêver d'un nouveau regroupement? On en parle avec Francisco Napokoura, freelance. Bonsoir Francisco. Oui, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Samir. Merci d'être avec nous. Firmin Tekouagou, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samir Niaoui, merci de m'avoir invité. Nous commençons avec le Mali. Le président Ibeka s'est rendu lundi dans le village d'Ogosagou, Peul, dans le centre du pays, où au moins 160 habitants Peul ont été tués samedi par de présumés chasseurs d'Ogon. Il faut la sécurité ici, c'est votre mission, a déclaré Ibeka à l'intention du nouveau chef d'état-major, le général Abdoulaye Coulibaly, qui l'accompagnait dans cette visite à Ogosagou-Peul, dans la zone de Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le général Coulibaly a été nommé dimanche à la suite du limogeage des principaux chefs de l'armée lors d'un conseil des ministres extraordinaire au cours duquel le gouvernement a prononcé également la dissolution du groupe de chasseurs d'Ogon d'Anna Ambassago. Justice sera faite, a promis le chef de l'État, Firmin Tekouagou. On sent un Ibeka excédé. Oui, il doit être excédé. N'oubliez pas tout ce que le Mali a connu avant son arrivée, avant son accession au pouvoir. Quand le président Antité qui était au pouvoir, c'est ça, non? En 2012, qui a été le coup d'État qui a suivi. Donc, ce sont des choses qui ont fragilisé un peu la zone, et c'est cela même qui a nécessité l'intervention française. Et la France qui est là depuis 2012 et qui occupe le nord du pays. C'est dire que le pays ne gagne pas encore beaucoup en termes de sécurité. Le pays est fragilisé sur le plan sécuritaire. La question que je me pose est de savoir ce que l'armée française fait là. Jusqu'à présent, puisque l'armée française est là, la France a tout son bataillon qui est là, qui dit assurer la sécurité du Nord, Mali, Tombouctou, dans les grandes zones. Et je ne sais pas d'où est venu ce chasseur-là pour venir tuer une centaine, près de 200 Maliens. Qu'est-ce que la France est allée chercher là? Et qu'est-ce que la France fait ou mène comme opération sécuritaire sur la zone? Mais en ce qui concerne les Maliens eux-mêmes, je sais que la situation les dépasse et il leur sera vraiment difficile de venir à bout du moment où ils manqueront de stratégie. Les Maliens eux-mêmes ne maîtrisent pas toute la zone. Parce que c'est la communauté internationale qui est là. Donc c'est la communauté internationale qui peut maîtriser toute la zone. Le Mali est très grand, surtout le nord. C'est tellement grand. Donc il faut beaucoup de stratégie, il faut beaucoup d'effectifs, il faut beaucoup d'armement, il faut beaucoup de moyens pour pouvoir assurer toute la zone. Il doit être excédé, mais je me demande s'il a vraiment les moyens. Et n'oublie pas, quand on dit c'est au niveau de la frontière Mali, Burkina Faso, le Burkina Faso qui n'arrive pas, qui a détruit tout son système sécuritaire, et le Mali là qui s'ouvre, qui est tellement ouvert, donc il faut s'attendre à beaucoup de choses, à beaucoup d'atrocités dans les jours à venir. Alors est-ce que la colère de Ibeka va pouvoir résoudre quelque chose? C'est une colère? Il ne suffit pas d'une colère, c'est une capacité à diriger un État. Je crois il a rempli, hein, il est dans son second mandat. Ses concitoyens lui disaient, surtout les leaders politiques lui disaient que vous avez un résultat faux. Il dit oui, qu'il a un bon résultat. Nous avons vu, on nous a miroité ici que au niveau de l'agriculture, hein, particulièrement, il a fait un boom, disons, au niveau de l'économie. Mais son pays reste toujours un pays divisé et un pays sous tutelle, hein, de la France, parce qu'il y a tout un grand contingent militaire français qui est là, avec bien sûr nos compatriotes togolais. C'est là, il faut saluer la mémoire également de ces compatriotes militaires togolais qui sont tombés là, choses au Mali, plusieurs ont été ramenés ici. Et donc, voilà, on crée des forces, on ne sait pas à quel titre. Et ils sont là, ils sont venus des mandats onusiens. Donc, en fait, une simple colère de Ibeka ne résout pas le problème, mais il s'agira de mettre en place de véritables stratégies de combat
et pour prévenir. Vous allez voir, depuis l'année dernière, où il y a 2 ans, c'est des attaques qui se multiplient. En février déjà, il y en avait. C'était un camp d'entraînement, de formation qui avait été visé. Heureusement, là-bas, les éléments étaient vigilants parce que peut-être qu'ils étaient encore en formation. Et après, il y a eu, c'est la centaine de Peuls. On sait qu'il y a toujours les conflits et entre les Peuls en général et les populations dites, les agriculteurs. Même quand vous venez vers nos côtes chez nous au Togo, ici, il y en a, vous voyez les bœufs et autres qui se promènent. En temps même, on les traite qui sont devenus des kidnappeurs en quelque sorte. Donc il y a ces conflits qui sont latents, qui sont là. Ça, c'est interne. Ce qui s'est passé entre les Dozo et les communautés peuples, ça, c'est local. Et ça doit être réglé par la gouvernance. Ce n'est pas là la force française qui viendrait régler ça. Bon, maintenant, pour les attaques djihadistes comme celle de Dioura, du 17 mars. Et ça, vraiment, c'est autre chose parce que les forces qui sont appelées à garder et sinon à préserver la sécurité, quand c'est eux qui sont aussi attaqués, ça pose problème. Ça confirmait ce qu'évoquait Francisco, c'est-à-dire cette attaque du 17 là, lorsque le chef d'état-major était parti présenter ses condoléances aux femmes, aux épouses des militaires, et il a été conspué proprement. Ces femmes lui reprochaient parce que leurs maris qui sont au front n'ont pas les moyens, n'ont pas la capacité, n'ont pas du répondant face à ces djihadistes. Là, c'est aussi le problème dans ce conflit. Oui, c'est le problème. Vous savez, pour voir qu'est-ce qui fait la force ou qu'est-ce qui détermine la puissance d'un État, il y a la sécurité. Lorsqu'un État n'arrive pas à assurer sa sécurité, à l'interne et à l'externe, mais ça veut dire l'État n'existe pas. C'est comme ce que nous sommes en train de connaître avec le Burkina Faso. Mais les Burkinabés ou la communauté internationale n'ont pas su préparer l'après-Blaise. Et ils ont détruit le système sécuritaire burkinabé. Et moi, je me dis, il faudrait encore 40 ou 50 pour pouvoir construire ou asseoir un nouveau système sécuritaire. Les Africains parlent de démocratie et tout ça, mais en réalité, quand on va parler de comment gérer la sécurité de leur État, ils font toujours appel à l'Occident. On voit ce qui s'est passé avec le Tchad. Il a fallu l'intervention des forces françaises. En 2007, le Tchad avait eu le même problème. Et c'était Nicolas Sarkozy qui était intervenu. Ça veut dire que les puissants ou les États africains ont du mal à assurer la sécurité. Mais je vous dis, j'ai un livre devant moi que j'appelle La géopolitique africaine. Et dans ce livre, la page 85, regardez, je vais vous lire quelque chose de très banal. On dit, le Sahel et la montée en puissance des groupes terroristes au Mali ont occupé une grande part de la conversation entre les deux présidents français, c'est-à-dire Sarkozy qui partait et Hollande qui arrivait en mai 2012 lors de la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François à l'Élysée. Donc, la sécurité des pays africains inquiète beaucoup plus, le mot c'est préoccupe beaucoup plus les Occidentaux que les Africains même. Et je me dis, si les États africains veulent asseoir un véritable État, il va falloir qu'ils réfléchissent beaucoup à comment penser à la formation de leurs agents, comment réformer les armées, comment doter ces armées de moyens, comment asseoir une véritable armée. Sinon, il y aura toujours des problèmes. Bien sûr, il y a la démocratie, mais avec l'évolution du monde, il faut qu'on réfléchisse à comment revoir la démocratie. Nous allons en parler tout à l'heure avec le Bénin. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter, je pense que c'est l'Égypte qui a un peu compris ça. Quand le président Assisi arrivait au pouvoir en 2013, si j'ai toujours la bonne mémoire, il demandait aux Égyptiens, vous savez, vous allez, pour ce qui concerne la sécurité de la région, et si vous voulez qu'on se développe vraiment, il faut que vous oubliez la démocratie pour 25 ans, que tout le monde se met au travail, parce que si nous allons trop parler de la démocratie, notre région va être vraiment fragilisée. Alors, est-ce qu'on peut considérer IBK aujourd'hui, vous l'avez rappelé, qui est dans son second mandat, probablement le dernier, comme un bon chef suprême des armées?
Qui vous dit que c'est le dernier? Aujourd'hui, la tendance... Aujourd'hui, la tendance est... Il a fait une tentative de modification constitutionnelle qui n'est pas passée. Ce n'est pas encore fini. Bon, est-ce qu'il est un bon chef des armées? C'est les résultats qui nous le disent. Que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, parce que le Mali, même jusqu'à Bamako, il y a toujours des attentats qui viennent. Et au fait, le Mali a été fragilisé. Et depuis la tentative, que je crois que... De coup d'État de ce capitaine-là? Oui, non, même du capitaine, quand Amadou Toumani Touré avait voulu rester encore au pouvoir, et après il y avait eu le coup d'État. Les militaires qui malheureusement ont pris le pouvoir, c'était des militaires de salon, de la chambre. Ils étaient là quand le pays était en train d'être envahi totalement. Ils avaient même pris les djihadistes avaient pris la moitié du territoire, un peu plus quand la France s'était levée pour les stopper. Bon, maintenant, il y a aussi ces histoires de protection des communautés, même s'ils sont minoritaires et autres, des Touaregs. On a vu même les gens qui ont déserté les rangs, qui se sont rangés du côté des djihadistes. Donc c'est une faiblesse pour l'armée, comment vous l'appelez, l'armée malienne, qui va le subir pendant longtemps. Sinon le pays va le subir. Je ne sais pas quelle solution ils vont trouver un jour. Mais la sécurité de l'Afrique préoccupe les Occidentaux, parce que c'est eux qui profitent de l'Afrique. En fait, c'est eux qui jouissent en quelque sorte de l'Afrique, parce que le Mali, le Niger et autres, c'est pour sécuriser la voie de l'uranium et autres matières premières. Mais est-ce qu'ils sont tant préoccupés par la sécurité, c'est-à-dire leur souci c'est de ramener la paix, ou bien on crée des poches de tension où on vous envoie regarder et eux ils continuent leur business ailleurs? Si, il y a ça, c'est eux qui, effectivement, puisque, regardez, un État, on dit, il y a un coup d'État, ce qui s'est passé par exemple au Burkina, mais comme en Centrafrique, où l'armée régulière ne peut pas se ravitailler en armement. Et c'est, au fait, les djihadistes, plutôt les groupes rebelles, qui ont des armes, les armes les plus sophistiquées. Vous allez demander à tous les militaires au monde, même si c'est un braquage quelque part, quand vous entendez le bruit du fusil, quand vous voyez que vous avez seulement un PA, que vous allez tirer peut-être 6-8 balles et puis c'est réchauffé, vous n'allez même pas oser le sortir. À moins que vous êtes un Maris américain qu'on voit dans les films. Sinon, tout militaire qui entend des armes qui sont plus lourdes que ce qu'il détient, il n'ose pas aller. Donc voilà les djihadistes qui ont des armes les plus sophistiquées, et l'armée régulière n'en a pas, l'État ne peut pas commander. On laisse jusqu'à ce que la rébellion s'installe totalement et que la sécurité prenne. Et après, on dit, on va recycler vos armes. Et puis, bon, pour vous les rendre. Mais pendant ce temps, Oui, non, je voudrais ajouter, dans mes recherches, je suis en train de découvrir que chaque mission onusienne contient un agenda caché. Ouais, donc, il faut que les gens le sachent, quoi. Donc, quand les forces internationales interviennent, c'est qu'il y a quelque chose que beaucoup ne maîtrisent pas. Mais je voudrais poser une question maintenant. Le G5 Sahel est où dans tout ça? On reviendra répondre à cette question. On marque la première pause d'abord.